Bienvenue sur Infra et Dev. Je suis Mamoudou Bokoum, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux, défis et opportunités de développement des infrastructures en Afrique. Aujourd'hui, nous continuons notre discussion sur la voie à suivre pour le développement des infrastructures de transport en République démocratique du Congo. Ce 17e épisode est la troisième et dernière partie de notre entretien avec Botom Matungulu. Nous y apportons les réponses aux questions clés suivantes. Quelles solutions innovantes de financement faudrait-il mettre en œuvre pour le développement du secteur de transport en RDC? Quel est donc ce projet qui va réunir les deux capitales les plus proches du monde, le projet Pont-Route-Rail Kinshasa-Brazzaville? Quelles sont les principales composantes de ce projet et les caractéristiques des infrastructures? Quels ont été les enjeux de structuration du projet de Pont-Route-Rail Kinshasa-Brazzaville? Comment le projet sera-t-il financé? Quel est le potentiel impact économique et social de ce projet? Et enfin, quel est l'état d'avancement de ce projet? Notre invité, Botom Matungulu, conseiller technique au sein du cabinet du conseiller spécial en charge d'investissement de la RDC, nous aide à répondre à toutes ces questions. Botom préside également le think tank RDC Stratégie, qui est très actif dans la production intellectuelle pour accompagner les acteurs publics dans la mise en place des stratégies de développement. Il est un ingénieur et expert de haut niveau en stratégie de développement des infrastructures de transport. Après quelques années d'expérience en Occident, il a décidé de venir en soutien à son pays, dans les ambitions de la RDC d'aller vers l'émergence. J'aimerais bien clôturer en tout cas cette partie-là de votre rapport en venant sur les enjeux. Il y a beaucoup de choses qui ont été recommandées. Les ambitions sont très importantes et c'est normal aussi quand on veut devenir un pays émergent. Maintenant, est-ce que vous avez chiffré aujourd'hui l'étendue de vos recommandations et aujourd'hui, quelles solutions innovantes de financement recommandez-vous pour le développement aujourd'hui du secteur du transport? Oui, je pense que déjà j'ai dû évoquer cela lors de mes interventions pour parler aujourd'hui du défi que nous avons en termes de financement des infrastructures. Il nous faut 50 milliards pour développer ces infrastructures. Et il faut aujourd'hui réfléchir sur comment trouver ces financements, parce que le plus grand défi restera en fait les financements. Mais ici, en termes de financement, nous avons recommandé, parce que je l'ai évoqué aussi tantôt, le problème que nous avons aujourd'hui, les grands défis, c'est d'abord de pouvoir identifier les besoins et prioriser en fait les projets. C'est pourquoi parmi les recommandations, nous avons la mise en place des moyens financiers suffisants pour la préparation des projets. Dans la préparation de projets, je vois un peu les études, la formation, le recrutement en fait aujourd'hui des conseils en transaction pour nous accompagner dans des bouclages de contrats de différents projets. Cela va nous permettre en fait aujourd'hui de pouvoir disposer des projets matures. Ça, c'est très important parce que sans la préparation des projets, nous n'aurons pas des projets bancables qui vont nous aider maintenant, nous permettre plutôt de pouvoir chercher des financements. Et ça, nous avons fait cette recommandation et cette recommandation passe entre autres à ce que nous puissions mettre en place, que l'État puisse mettre en place un fonds de préparation des projets. Un fonds de préparation des projets. Ça, c'est parmi les éléments importants. Et nous avons eu à présenter plusieurs scénarios. Comment est-ce que ce fonds de préparation de projets peut être, disons, alimenté. Et nous avons pas mal fait de propositions dans ce sens. Et surtout, aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi recourir
au mécanisme de financement innovant, avec aujourd'hui le recours entre autres au secteur privé qui peut être local tout comme international, par des partenariats public-privé avec de PPP. Alors, parce qu'aujourd'hui, vous savez que le recours au PPP présente de nombreux avantages, dont la possibilité d'avoir accès au financement et à l'expertise du secteur privé, ce qui va permettre à ce que le gouvernement puisse investir des fonds publics dans d'autres secteurs économiques et sociaux où on ne peut pas recourir au financement privé. Alors, il y a entre autres aussi arrivé aujourd'hui à recourir par exemple à des formes de titrisation avec la mise en contribution de véhicules spéciaux comme des fonds souverains. Ça, c'est très important. Ce sont des modes de financement qui vont permettre de convertir en cash des actifs, comme certains biens fonciers aujourd'hui. Vous avez des matières premières, tout cela. C'est vraiment un moyen qui peut rendre un projet plus intéressant, surtout pour le banc, car les risques transférés aux véhicules de titrisation. Nous avons pensé, entre autres aussi, à d'autres instruments. C'est par exemple aujourd'hui recourir aux ressources naturelles comme levier de financement des infrastructures. Comme vous le savez très bien, la RDC possède un grand potentiel et une importante diversité des ressources minérales. Et les réserves géologiques et minières sont aujourd'hui très loin d'être parfaitement encore connues. Mais aujourd'hui, nous avons par exemple des études comme des études de New African qui a évalué pour le seul secteur minier le potentiel de la RDC à près de 24 000 milliards de dollars américains. Ce qui, en fait, correspond aujourd'hui au produit intérieur brut de l'Europe et ou des États-Unis d'Amérique. Plus que les 18 milliards de dollars américains de la valeur totale des réserves de pétrole de l'Arabie saoudite. Vous voyez un peu ce potentiel et nous voyons un peu tout ce que ces pays des Golfe ont pu faire, ont pu réaliser avec les ressources qu'ils ont, le pétrole, pour construire leurs infrastructures. Donc aujourd'hui, le recours aux ressources naturelles comme levier de financement peut jouer un rôle important dans le développement des infrastructures. Ça, c'est entre autres les modes d'innovation que nous avons. Nous avons déjà une première expérience au niveau de la RDC avec le contrat sino-congolais qui est à peu près déjà ces modes, mais qui aujourd'hui va demander à ce qu'elle soit quand même optimisée dans la manière de faire, dans la manière de pratiquer. Et nous avons aussi le recours aujourd'hui au fonds de pension, qui est aussi une niche importante qui peut être exploitée dans le financement innovant en fait des infrastructures. Et dans le rapport, nous sommes entrés un peu plus en détail sur ce qui peut être fait. Et pour des projets à certaines échelles, on a même pensé aujourd'hui comment canaliser l'apport en fait de la diaspora congolaise, qui peut jouer un rôle primordial dans le financement des projets d'infrastructure, ou avec ce dont on a relevé dans les cas par exemple de l'entretien de route, où on arrive à mettre en place des contrats de performance avec des privés, et cette diaspora qui dispose de certains capitaux peuvent se lancer dans ce type d'entrepreneuriat, d'entreprise. Donc voilà un peu de manière un peu plus ramassée
les différents mécanismes innovants auxquels nous avons essayé de penser, de réfléchir dans le cadre du financement en fait des différents projets. Merci Bodom, et je voulais juste confirmer effectivement que le rapport de façon générale, hein, il est assez fouillé, mais la partie effectivement financement est vraiment très intéressante et très développée. J'invite donc les gens effectivement à aller regarder ça pour voir beaucoup plus en détail ces recommandations-là qui vont au-delà effectivement de ces souhaits d'avoir du financement pour la préparation des projets, de mieux inclure effectivement et capter les financements privés, mais aussi effectivement d'utiliser ce levier qu'est les ressources naturelles qui sont aujourd'hui un cadeau pour la RDC et concrètement effectivement avec un potentiel énorme qu'on pourrait aujourd'hui utiliser pour aider à développer les infrastructures de façon générale. Je veux quand même profiter un peu de votre présence pour parler aussi de ce projet, de ce grand projet Route-Rail Kinshasa-Brazzaville, qui a été souhaité par plusieurs depuis plus d'une cinquantaine d'années, mais qui enfin devient une réalité. Et tous les promoteurs aujourd'hui de l'intégration africaine concrètement ont salué ce projet. Pourriez-vous nous présenter brièvement ce projet? Ok, en fait, le projet du pont Route-Rail, d'abord, il faut relever que c'est un projet qui va relier les deux capitales le plus rapprochées du monde, Kinshasa et Brazzaville. C'est un projet qui entre surtout dans les cadres du développement du corridor 13 qui va de Tripoli jusqu'au Cap, en Afrique du Sud, et dont le maillon manquant c'est au niveau de Congo. C'est d'abord la première vocation en fait de ce projet du pont qui va relier les deux pays. Et aujourd'hui, c'est depuis déjà 2012 que ce projet a été, disons, lancé. Il a fallu réaliser des études. Il y a eu des études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé qui ont été réalisées déjà et validées en 2017, où on a validé les sites, on a validé, disons, le poste là où seront aménagés les périmètres, disons, du projet, qui comporte entre autres aussi des postes de contrôle frontaliers pour des one-stop. Et ces projets, aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la structuration du projet. Il y a eu un appel d'offres qui a été qui est en préparation, parce qu'il y a déjà la préqualification qui a été réalisée. Il y a 5 entreprises qui ont été retenues, qui devront maintenant concourir pour la partie, disons, d'appel d'offres, parce qu'on aimerait se choisir un partenaire stratégique pour la mise en concession de ces projets. Merci beaucoup, Bodom. Et toujours peut-être pour creuser un peu, en termes d'infrastructure, donc on a un pont effectivement en Route-Rail. Est-ce que vous pouvez un peu parler des composantes, des caractéristiques des infrastructures de transport prévues dans le cadre du projet? Oui, Mamadou. Donc en termes de composantes, comme je l'ai dit, c'est un pont Route-Rail. Vous avez une composante routière avec des accès routiers. Vous avez à peu près 30 km d'accès routier du côté RC, et puis 29,8 du côté RDC, et des routes d'accès. Et puis vous avez à côté, pour la RDC, il y a un projet en même temps, ça vient se connecter avec une route de contournement. Vous avez la partie ferroviaire. Alors la partie ferroviaire qui devra en fait se connecter au réseau du côté de la RDC, au chemin de fer qui vient de Kinshasa Matadi, mais aussi
parce que ce qu'il faudrait rappeler ici, c'est un projet qui forme un seul projet du côté RDC avec le projet du chemin de fer Kinshasa-Ilebo. Kinshasa-Ilebo, comme je le disais dans mon intervention, sera en fait la liaison qui va permettre de pouvoir interconnecter la partie du chemin de fer du réseau ouest et du réseau sud-centre de la RDC. Donc, c'est un peu ces chaînons manquants-là qui est pris en compte dans ce projet et qui viendra en même temps se connecter au pont pour permettre à ce qu'en dehors des liaisons routières, que nous puissions aussi avoir ces liaisons ferroviaires qui nous amènent aujourd'hui à nous connecter un peu avec la République du Congo, mais aussi jusqu'au Cameroun. Donc voilà un peu les différentes composantes, disons, de ces projets. Merci beaucoup, Bodom. Et en termes de linéaire, il fera combien l'ouvrage en tant que tel? Alors, le pont lui-même, c'est un pont qui fait à peu près 1,5 km. Ça sera donc un pont aubané. C'est un pont aubané, donc qui relie les deux Congos. Et l'endroit ou bien le site qui a été choisi où l'axe du pont a été implanté, c'est un site en fait où l'on va développer, disons, des zones économiques spéciales des deux côtés. Nous aurons une zone économique spéciale qui est en gestation du côté de la RDC, mais aussi du côté du Congo-Brazzaville, où ils ont une zone économique spéciale. Ça, c'est vraiment un pont qui aura pour une vocation plus, je dirais, industrielle, économique, pour permettre le passage de ce poids lourd. C'est ce qui a justifié en fait l'emplacement de ce pont plus du côté sud de Brazzaville et du côté plus est de la RDC. Cela permet en fait de développer en fait ces zones économiques spéciales et permettre les échanges avec les autres pays. Parce qu'en fait, si on doit tenir compte de l'idéal même en termes d'échange, on aurait plus placé en aval en fait de deux capitales. Mais comme ça s'intègre plutôt dans une vision industrielle, voilà pourquoi ça a été choisi, le site a été choisi du côté est du pays de la RDC et du côté sud de Brazzaville. Merci, Bodom. On pense surtout à vocation industrielle, voire économique, mais surtout un pont qui va être réalisé pour des pays. Et quand on parle effectivement de projets régionaux ou binationaux, le plus souvent, effectivement, on pense aujourd'hui aux enjeux de structuration, aux enjeux de financement. Comment va être financé ce projet? Alors, le financement du projet, je dois d'abord l'avouer, moi, c'est un cas d'école pour moi, ces projets. Parce que, vous savez, c'est depuis 2012 que nous sommes, que particulièrement je suis dans ces projets. Et je peux vous dire, j'ai vu la difficulté aujourd'hui lorsqu'on parle de l'intégration régionale africaine. J'ai pu mesurer en fait la difficulté qu'on a dans la mise en place de projets, surtout qui doit toucher deux pays. Ça c'est le minimum. Maximum, vous avez même des projets qui touchent 3-4 pays. Donc on a encore beaucoup d'efforts à fournir en termes de notre manière de faire en Afrique, surtout dans des projets d'intégration régionale, parce qu'il y a plusieurs, on a rencontré plusieurs difficultés, contraintes, entre autres, vous l'aviez évoqué, dans tout ce qui concerne aujourd'hui la législation, fallait avoir des lois PPP dans les deux pays.
ça a été parmi en fait de projets qui ont poussé à ce que les deux pays puissent se doter des lois PPP. Fallait penser sur la fiscalité à mettre en place dans ces projets, et mais aussi sur comment le financement va se faire sur le disons pour ce projet. Aujourd'hui, nous avons un financement. Il y aura un financement des privés, les partenaires techniques que nous allons disons recruter à l'issue de l'appel d'offres, qui va avoir aussi à former. Nous aurons deux sociétés de projets où vous aurez de la participation de l'État, mais la participation aussi d'Africa 50 qui est en train de structurer en fait le projet. Il intervient comme développeur, et la BAD aussi qui vient pour apporter aussi sa contribution. Comme je vous l'ai présenté, il y a plusieurs composantes du projet. Il y a des composantes qui seront prises totalement en charge aujourd'hui. Par exemple, sur le voie d'accès, nous sommes en train de travailler avec la BAD pour le financement de ces composantes-là. Donc, c'est un peu de cette manière que le projet est un peu géré et puis pourra être financé. Merci beaucoup, Bodom. Et dans mon dernier épisode avec mon invité Elan, il indiquait effectivement que les projets PPP avec le soutien des bailleurs sont ceux qui ont plus de sens de réussir. Et ce projet-là, effectivement, on voit clairement qu'il y a quand même des acteurs majeurs, notamment la BAD, quelque part aussi Africa 50 qui est très actif dans la sous-région, qui viennent appuyer ce projet-là. Donc, je pense effectivement que on peut considérer qu'il y a un grand potentiel de réussite pour ce projet-là, notamment sur la phase construction, mais aussi en phase exploitation. Bon, peut-être juste avant de finir, quel est le potentiel impact économique et social que vous envisagez aujourd'hui pour ce projet? Vous avez commencé un peu à l'aborder effectivement sur le plan industriel, mais vous pouvez un peu développer dans le cadre du développement. J'imagine que vous avez déjà identifié quand même quelques impacts économiques majeurs que ce projet-là pourrait avoir. Oui, en fait, comme je l'ai dit tantôt, le projet s'intègre déjà dans le cadre du corridor de développement 13, hein, la TH3 du développement en fait du corridor de la route qui va de Tripoli au Cap. Ça, c'est déjà un élément important aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre les échanges économiques entre les différents pays africains. Mais aussi, aujourd'hui, cela joue un rôle important dans, disons, l'écosystème, surtout logistique, en termes de portuaire. Parce que vous avez aujourd'hui la possibilité, on aura cette possibilité de pouvoir, à partir du port de Pointe-Noire, directement d'arriver à de pouvoir se connecter à Kinshasa, et aussi à partir de Kinshasa, de Banana directement aussi se connecter à Brazzaville. Donc ce je dois avouer, ces ponts va quand même apporter une compétitivité majeure du point de vue portuaire entre les ports de Pointe-Noire et le futur port de Banana. Voilà pourquoi dans les études qui ont été menées, clairement cela a été démontré que pour que ces ponts soient économiquement viables pour la RDC, il fallait que la RDC puisse avoir son port à eau profonde des Bananes. Et c'est parmi les conditions même pour la mise en œuvre de ce pont que la RDC a en fait brandi, c'est que le pont sa mise en œuvre doit se faire concomitamment avec disons la construction du port en eau profonde des Bananes. C'est pour en fait atténuer
disons, certains impacts économiques négatifs sur l'écosystème portuaire maritime de la RDC. Mais du point de vue social, vous savez, il y a tout cet enjeu de culturel entre les deux pays qui est aussi important, qu'il ne faudrait pas aussi négliger lorsqu'on évoque souvent ces ponts. Et vous savez, les deux pays, surtout la RDC, est connue par la musique, et les musiciens de deux côtés ont chanté la liaison entre les deux Congos depuis les indépendances. Donc c'est entre autres aussi disons ces rôles culturels qui pourraient aussi être pris en compte dans la construction de ce pont. Mais du point de vue économique, il y a ces échanges, et la RDC a ses préalables pour que disons le projet puisse être viable, surtout pour le maintien en fait des activités portuaires au niveau de Matadi ou des Bananes. Merci Bodom, et moi je dois avouer que je fais partie des gens qui sont surtout contents de ce projet-là pour ce rôle culturel, parce que je pense effectivement l'Afrique est unique, et ce projet-là il vient aujourd'hui effectivement raffermir les liens de fraternité entre les deux Congos. Ça fait plus d'une heure effectivement qu'on parle, parce que c'est le Congo, c'est stimulant, c'est très intéressant. On pourrait continuer, mais bon, je suggère d'en rester là pour aujourd'hui. Peut-être juste, est-ce que vous avez un mot de la fin avant de clôturer? Bon, un mot de la fin, c'est que certes aujourd'hui on a parlé de la RDC, mais il faudrait arriver à présenter les choses aussi de manière générale, c'est-à-dire que les mêmes défis que l'on a en RDC, c'est les défis de l'Afrique. Donc, je pense qu'une grande importance doit être accordée aux infrastructures, car elles constituent en fait un socle pour la croissance et le développement. Les déficits structurels en infrastructure constituent aujourd'hui un sérieux handicap à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté de nos pays et surtout de notre continent. Et ici, la prise en compte de recommandations qui ont été faites dans le cadre du document que nous avons élaboré permettra en fait de doter le pays d'un réseau routier praticable, d'un bief fluvial navigable, des infrastructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires modernes, afin de faciliter surtout l'évacuation de la production et de la circulation, permettre en fait la circulation de biens et de personnes. Avec comme conséquence aujourd'hui, ce sera le développement d'un système de transport surtout intégré et multimodal, capable de connecter tout le pôle économique du pays en vue de favoriser l'émergence d'un vaste marché intérieur et garantir à des prix surtout concurrentiels l'interconnexion de ces pôles avec le marché extérieur et de favoriser aujourd'hui ces échanges. On parle de la ZLECAf. Ça vient en fait de tout ce qui pourrait être fait au niveau de ces pays. Voilà pourquoi donc dans le cadre du think tank, donc nous aurons notre deuxième édition sur les infrastructures cette année au mois de mai. Nous allons essayer de pouvoir aborder encore un peu plus. Cette fois-ci, nous voulons travailler dans un sens de pouvoir surtout mettre en contact les investisseurs avec disons le besoin réel du pays, et voir comment est-ce que le secteur privé peut arriver à maintenant jouer un rôle prépondérant pour la transformation de ces grands pays qu'est la RDC et pourquoi pas du continent africain. Merci Bodom, et j'adore ce que j'entends. C'est clair et net que la plupart des pays africains rencontrent plus ou moins les mêmes défis, et il est indispensable, je dirais, de réfléchir ensemble pour trouver des solutions ensemble et
en bénéficier ensemble. En tout cas, ce fut un grand plaisir pour moi d'avoir cette discussion avec vous et c'était très intéressant et j'espère qu'on aura des occasions encore de pousser la réflexion, surtout en regardant, en suivant de très près ce que vous produisez comme rapport dans le cadre de votre think tank. Merci encore une fois, Bodom. Ce fut un grand plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un autre épisode.